Ce sont des vies qui furent longtemps oubliées de la mémoire collective, celle de ces Kalignat exhibés lors des expositions coloniales françaises de la fin du 19e siècle. Au jardin d'acclimatation de Paris notamment, les personnes étaient exposées avec une reconstitution, un semblant de village. Plus d'un siècle plus tard, une association s'est créée pour sortir de l'ombre ces vies, sujet longtemps resté tabou en Guyane comme ailleurs en France. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Corinne de Villiers. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin, Corinne de Villiers. Vous êtes la fondatrice donc de cette association Molko Aletpo qui signifie les descendants de Molko et que vous avez créé il y a quelques mois dans le Morbihan puisque vous habitez en métropole. Vous êtes de passage en Guyane depuis quelques semaines. Vous avez rencontré beaucoup de personnes pour parler de ce sujet. On reviendra dans quelques minutes sur tous ces échanges que vous avez eus. Mais d'abord, j'aimerais commencer, Corinne de Villiers, que vous nous parliez un petit peu de cette démarche. Comment vous en êtes arrivé à prendre connaissance déjà de ces histoires-là et à vouloir qu'elles sortent de l'ombre en quelque sorte? Donc l'association Molko Aletpo, c'est Molko et les descendants et tous les descendants des Kalignans et des Amérindiens. Voilà, c'est le Aletpo, c'est tous les descendants, les ascendants. Comment cette histoire est venue jusqu'à moi? Mais c'est que pendant très très longtemps, j'ignorais, non, je l'avais un petit peu en connaissance par rapport à mon grand-père, qui est justement le petit-fils de Molko. Il m'en avait parlé quand j'étais petite, mais bon, c'était pas plus important. Et il y a 4-5 ans, j'ai vu un documentaire de Pascal Blanchard et de Arte, sur Arte. Et là, j'ai découvert ma grand-mère en interview. Et ça a été pour moi un choc. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Vous la reconnaissez tout de suite quand vous voyez les images? Mais bien sûr. Et là, je commence à me remémorer toutes les histoires. J'appelle ma tante et elle me dit, ben oui, l'histoire des os humains. Bon, les Kalignat partis à Paris. Et là, je commence à faire toutes mes recherches. Ça a duré plus de 4 ans. Et dans toutes mes recherches, je découvre que Molko, je suis une descendante de Molko, parmi tant d'autres, parce que je ne suis pas la seule. Et je fais mes recherches sur la Guyane, dans les archives, et je me rends compte qu'il n'y a eu aucune association concrète qui avait été fondée pour cette période de l'histoire. Et d'un coup, je ne sais pas si c'est une voix, si c'est une force de Molko ou de mes ancêtres. D'un coup, je me dis non, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose. Il faut vraiment que cette période de l'histoire que moi j'apprends à 40 ans, que des plus jeunes le sachent plus tôt, pour que peut-être, c'est aussi notre identité. Donc, je me dis, il faut faire l'association. Et là, j'en parle à Aletpo de Molko, à la grand-mère qui aujourd'hui est entre guillemets le témoin et le symbole de cette histoire. Et on s'engage à faire une fondation, à une association. Parce que finalement, Corinne de Villiers, il y a en quelque sorte un double choc, on va dire une double douleur. À la fois la douleur de ce qui s'est historiquement passé d'un côté et de l'autre la douleur de voir que toutes ces vies ont été oubliées. Mais quand on fait les recherches et puis qu'on s'aperçoit que nos racines ont été exhibées comme ça, il y a un sentiment X qui se mélange de haine, je suis honnête, de haine, de colère, d'incompréhension et surtout de douleur. Et on se dit, mais comment toutes ces émotions, comment cette histoire n'a pas pu être plus en mémoire en Guyane? J'ai dit, mais c'est pas possible. À 40 ans, je découvre ça et du coup, cette haine, cette colère s'apaise. Et aujourd'hui, dans tout ce que j'ai fait et dans tout ce qu'on fait, puisque nous sommes nombreux, il y a aussi la jeunesse autochtone et il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont là pour pousser à ce que cette histoire revienne en mémoire. Donc, on se fait on se dit que c'est avec la confiance et avec le pacifisme qu'on réussira enfin à faire revendiquer à réaliser et à mettre en œuvre nos projets et nos revendications. Donc, on part sur ce chemin. Donc, aujourd'hui, la haine, la colère, l'incompréhension est là, mais de côté, puisque de toute façon, le résultat final, ce sont les projets qui vont aboutir et la concrétisation de tous ces projets. On reviendra dans quelques minutes justement sur cette question précise des projets que vous avez, parce que vous en avez beaucoup justement pour mettre en lumière cette histoire-là, mais j'aimerais d'abord que vous nous racontiez finalement ce que vous avez découvert et ce que historiquement, factuellement, il s'est passé, parce que ce sont, vous l'avez dit, des histoires dont on parle trop peu. Il y a eu plusieurs expositions, c'est bien ça, pour lesquelles les Kalignat ont traversé l'océan, ou plutôt ont été emmenés à Paris.
Donc, il y en a eu deux sur le territoire français, on va dire, pour la France. Oui. Mais il y a eu aussi 1883 qu'on n'oublie pas, même si que ça a été sur Amsterdam. Mais ça, c'est un travail qu'on fera peut-être un jour parce que ça ne concerne plus la France. Mais l'association se base sur ces deux dates, 1882 et 1892. Donc, je peux vous faire une petite synthèse, une petite lecture. Allez-y, rapidement. Rapidement, comme ça, tout le monde pourra vraiment comprendre historiquement ce qui s'est passé. Ouais. Donc, à partir du 19e siècle, des femmes, des hommes et des enfants venus d'Asie, d'Afrique, d'Océanie, des Amériques et parfois d'Europe ont été exhibés en Occident et ailleurs, dans les cirques, des cabarets, des foires, des zoos, des villages itinérants ou dans les expositions universelles et coloniales. Ce phénomène s'est étendu à travers toute l'Europe, en Suisse, en Grande-Bretagne, en France, en Espagne, aux Pays-Bas et en Allemagne. Et le public a répondu présent. Dans les zoos, les expositions, voire les théâtres, sont ainsi montrées des familles d'aborigènes d'Australie à Londres et à Berlin, des Indiens à Bruxelles et à Hambourg, des Dahoméens à Paris, des Japonais dans toute l'Europe et jusqu'à Saint-Pétersbourg. À Paris, le jardin zoologique d'acclimatation, inauguré le 6 octobre 1860 par Napoléon III et l'impératrice Eugénie, accueillera de telles exhibitions qui deviendront des attractions régulières et attireront un public nombreux. Des Lapons, des Hottentots, des Égyptiens, des Malabars, des Caraïbes, des Ashantis, des Hindous, des Cosaques, des Marocains, des Kanaks, des Galibis, des Fuégiens. Il y aura plus de 25 exhibitions ethniques au jardin d'acclimatation. De nombreuses exhibitions de tout continent qui amènera de l'attraction de millions de Français qui viendront se divertir en regardant le sauvage et le côté exotique de ces peuples amenés souvent par force. 34 000 exhibés et plus d'1 milliard de visiteurs dans le monde sur un siècle. Car c'était l'heure du temps, c'était l'époque de la conquête coloniale. L'Amérique du Sud, précisément la Guyane et le Suriname, n'ont pas échappé aux exhibitions à Paris et Amsterdam. Donc, 3 dates, c'est ce que je vous expliquais. Donc, en 82, c'est une famille de 14 personnes qui se situait, ce qu'on appelle aujourd'hui, qui n'existe plus, la Terre Blanche vers Sinnamary. Donc, une veuve et toute sa famille, sa fratrie, qui a été amenée à Paris, qui ont été exhibés pendant plus de 3 mois. Des hommes, des femmes, des enfants. Des enfants, des femmes, des enfants, des jeunes filles et la veuve, donc la doyenne. Et ils ont été exhibés, le contrat a été prévu pour 3 mois et ils ont rallongé d'1 mois. Et du coup, ce 1 mois, ils sont partis à Bordeaux. Donc, ils ont été aussi exposés à Bordeaux. Donc, c'est le projet aussi de l'association de un jour faire une grande exposition et avec la mairie de Bordeaux pour qu'on puisse aussi remettre un petit peu en lumière cette période. Pour le cas, Corinne Devilliers, pour le cas uniquement de la Guyane et des Calignas, les départs, comment est-ce que ça se passait? Est-ce que vous savez si les personnes étaient forcées de partir, si on leur promettait de l'argent? Alors, dans les 2 voyages, il y a 2 choses parallèles. Oui. On leur promettait, on leur a promis une belle vie, on leur a promis de changements, on leur a promis des contrats de travail, on leur a promis d'aller voir le chef du Blanc. Donc, toutes ces personnes-là ont été motivées aussi par l'appât du gain. Donc, on ne leur disait pas qu'elles allaient être exposées dans des zoos humains. Vous pensez bien que sûr. Ça aurait été complètement... Non, mais c'est important de le dire, voilà. Ça aurait été complètement différent. On les a plus appâtés dans le positif et une fois arrivés, partis de Paramaribo, une fois arrivés à Saint-Nazaire, ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans le train direction le jardin d'acclimatation et là, c'était plus du tout le rêve promis du départ, le contrat du départ. Donc, ils se sont retrouvés dans des énormes vérandas, donc notamment les 1892, oui. D'où était mon aïeul Molko, qui avait entre 12 et 13 ans, donc très jeune fille. Et ils se sont retrouvés dans une grande verrière recouverte de plantes exotiques pour pas qu'ils soient trop choqués par le décor. Donc voilà. Et puis ils se sont aperçus qu'ils étaient considérés comme des sauvages puisqu'ils étaient moitié nus dans le froid puisque c'était la période de l'hiver au mois de février. Et il y avait les visiteurs qui venaient les voir tous les jours à travers leurs baies vitrées, on va dire. Et ça a été un drame pour eux. Ils se sont aperçus très vite qu'ils ont été trompés. On va dire quelques mots, Corinne Devilliers, sur votre association Molko Aletpo. Vous l'avez dit, ça signifie les descendants de Molko, oui, vous l'avez dit aussi. Les descendants de tous les Amérindiens. Et descendants de tous les Amérindiens, vous avez raison de le préciser. Molko, c'est une de vos aïeules, donc, qui est partie très jeune, 4 ans. Elle avait 12-13 ans. 12-13 ans pour être exposée dans l'Hexagone. Est-ce que vous en avez parlé avec elle? Est-ce que vous avez réussi à recueillir un témoignage direct, on va dire? Non, puisque de par l'âge aujourd'hui, 1892, elle était... Je ne l'ai jamais connue. Vous ne l'avez jamais connue, évidemment. Je ne l'ai jamais connue. Par contre, mon grand-père m'en parlait. Il me disait souvent...
Pipi, t'as une Pipi qui est partie en France, mais t'es très très jeune. Donc c'est vrai que malheureusement, il y a une trentaine d'années, on aurait pu récupérer encore plus d'informations en auditionnant les anciens qui aujourd'hui malheureusement sont en perdition parce qu'il y a l'âge. Et ça, c'est le travail que nous sommes en train de faire, de récupérer le maximum d'informations. Pourquoi aussi? Pour récupérer les vrais prénoms, puisqu'il y a une liste de prénoms de ces personnes, de ces 32 Kalinia partis, hein, mais ça a été francisé. Donc le français... par exemple, Moliko, au départ c'était Moriko, après Moliko et de son vrai prénom Molko. Donc le travail est dans ce sens, à retrouver exactement la vraie appellation en Kalinia pour que le jour de nos revendications, cette commémoration que nous voulons officielle en Guyane, reconnue par les élus et voire l'État, on puisse graver dans le marbre ou dans le bronze les vrais prénoms des Kalinia. Leur identité. Comment vous expliquez, Corinne Devilliers, que ces villas, celles des Kalinia, n'aient pas été dans la mémoire collective abordées comme les autres, on va dire, parce que les expositions coloniales françaises font quand même aujourd'hui et depuis un certain nombre d'années l'objet de beaucoup d'études, de documentaires, vous en avez parlé, il y a une prise de conscience dans la littérature aussi qui parle de ces expositions coloniales. Pourquoi cet oubli? D'où est-ce qu'il vient pour le cas précis de la Guyane? Alors ça, la question que je me suis posée, peut-être que pour certaines personnes qui ont au départ, parce qu'il y a une trentaine d'années, il y a un travail qui avait été effectué en ce sens, oui. Mais malheureusement, ça ne s'est pas poursuivi. Donc aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi et c'est pas le but de rechercher qui n'a pas fait, qui a fait, mais c'est dommage puisqu'il y a une trentaine d'années, ça a été quand même un dynamisme à travers ces recherches, puisqu'il y avait eu un groupe déjà de bien formés qui justement, et je les remercie profondément, puisque grâce à leurs travaux d'avant, nous aujourd'hui la jeunesse, on a pu trouver facilement les documentaires et il y avait déjà un beau travail. Il y avait une base, il y avait une première base. Du coup, pour la suite de cette période qui a été faite il y a une trentaine d'années, nous on reprend la relève et c'est un peu ça aussi l'histoire. Donc la jeunesse arrive, on reprend quelque chose qui a été arrêté et c'est dommage puisque c'est quand même une identité propre à notre histoire et en étant les premiers habitants, ça se discute, mais bon, je le dis en âme et conscience, en étant les premiers habitants en Guyane et de l'Amérique du Sud, je me dis mais comment ça se fait que cette histoire-là, ça aurait déjà dû être depuis longtemps au niveau scolaire, dans les manuels scolaires, pour que la jeunesse puisse l'apprendre et parce que dans toutes nos recherches et aujourd'hui dans tous les déplacements qu'on a fait, mais la jeunesse découvre. Et ça, pour moi, c'est un choc. Comme moi, j'ai été choquée de découvrir ça à 40 ans. Justement, Corinne Devilliers, sur ce point-là, vous êtes en Guyane depuis ces dernières semaines. Oui. Vous avez rencontré énormément de personnes de votre communauté notamment, mais aussi de certains élus. Qu'est-ce qui est ressorti de toutes ces discussions-là lorsque vous parliez, lorsque vous montriez ce que vous saviez? Comment est-ce que c'était pris? Mais ça a été pris déjà très positif. Ça a été... vas-y, on est avec toi, c'est très bien. Pour une fois qu'il y a quelque chose, une association qui va mettre en lumière cette période de l'histoire. Et les élus, j'ai rencontré la CTG, j'ai rencontré énormément de Yopoto. Donc, je peux faire une conclusion, une synthèse aujourd'hui avant mon départ. Ça a été très positif. 90% de ce que je voulais faire a été effectué et dans du positif. Donc, il y a énormément de travail aujourd'hui. La dernière rencontre importante, ça a été avec la CTG, donc autour d'une table. Il y avait le Grand Conseil, il y avait le musée, il y avait les représentants vraiment des personnes qui allaient travailler avec l'association. Oui. Et tous les projets que nous avons mis en place qui sont la commémoration officielle l'année prochaine. Donc le projet, c'est pour l'année prochaine et ça tombe très bien puisque ce sera les 140 ans des premiers départs des 1882. Donc il y aura un lieu symbolique à travailler autour d'une table avec tous les Yopoto, tous les leaders amérindiens Kalinia. Un lieu symbolique pour faire quoi ? Pour faire reconnaître officiellement un lieu de commémoration. Un monument. Un monument pour que chaque année, il y aura une date précise pour que chaque année, on puisse
se recueillir devant ce monument pour qu'un enfant, une nouvelle jeunesse puisse lire tous les noms des Kalinia partis pour qu'une fois par an, eh bien, on puisse se souvenir de ces personnes qui trop longtemps a été dans l'ombre, qui trop longtemps dans notre communauté a été oubliée. Est-ce que le sujet il est encore tabou aujourd'hui, Corinne Devilliers, quand vous en parliez avec votre communauté, avec votre famille aussi peut-être, est-ce que vous avez la sensation, l'impression que c'est un sujet qui reste difficile encore aujourd'hui malgré les années? Est-ce que c'est encore douloureux en quelque sorte? Alors, au niveau tabou, non. Non, parce que... Ce qui était le cas il y a encore quelques années. Oui, je pense, oui. Mais aujourd'hui, non, puisque justement, les émissions différentes qui ont été faites et puis les documentaires, ça a déclenché justement le fait de s'exprimer, parce que chez nous, chez les Kaliniens, on ne s'exprime pas tellement, hein. Mais ça a permis une ouverture. Et c'est vrai que quand j'ai été dans tous ces villages Kalinia, la première chose, c'était mais on connaît l'histoire. Donc ça a été très synthétisé. On sait qu'un blanc a amené les Kalinia à Paris. Point. Et c'est tout. C'est tout. Tout le monde était au courant, plus ou moins, mais après, dans les détails, c'était un vide. Et c'est là que vous êtes intervenu justement pour leur donner... C'est justement que l'association a pour objectif de détailler l'histoire, pourquoi ils sont partis, quand ils sont partis, d'où ils sont partis, combien de temps ils ont fait dans le bateau, qu'est-ce qu'ils ont fait à Paris, un petit peu, voilà. On va dire décortiquer vraiment l'histoire, et ça leur fait comprendre que... il n'y a pas eu que ce départ. Parce que quand on dit le blanc a amené les Kalinia, ça s'arrête là, on ne voit pas l'importance. Bien sûr. Et quand on rentre dans les détails, là, il y a une autre compréhension de l'histoire. En montrant aussi des photos, des documents. En montrant les photos, parce que c'était ça aussi l'objectif, d'où l'importance d'avoir fait une coopération culturelle et scientifique avec le musée Quai Branly. Donc le musée à Paris qui s'occupe. Le musée qui a toutes les collections de Bonaparte. Hein. Donc à travers cette coopération, l'association a cette facilité, la largesse de diffusion des photos. Et dans tous les villages que j'ai été, eh bien, c'est vrai que pour nous, les Kalinias, c'est très important de mettre un visage sur une histoire, un visage sur des noms. Et à travers ces photos, ça a été des moments très émouvants, puisqu'il y en a même qui me disaient, mais lui, on dirait, il ressemble à mon touchi ou à mon petit frère. Donc, vous voyez, il y a vraiment eu énormément de discussions à travers les photos. Donc, ça a permis aussi aujourd'hui à toutes ces personnes qui ont découvert l'histoire, d'avoir un visage enfin en mémoire, de dire, il y a eu ça, où cette personne était vraiment petite, ou celle-là, voilà. Il y a eu énormément de positivité à travers les photos. Pour que la communauté Kalinia finalement s'imprègne de son histoire et de ce qui n'a pas été assez enseigné, vous l'avez dit, notamment à l'école. Pour la plupart des personnes, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, pour la plupart des personnes de votre communauté, est-ce que c'était une découverte totale, on va dire? Beaucoup de jeunes. Ouais. Beaucoup de jeunes. Oui. C'est un sujet qui intéresse d'ailleurs. Jusqu'à l'âge de 45-50 ans, ils en avaient plus ou moins entendu parler, mais la jeunesse, pas du tout. Et c'est un sujet qui les intéresse? Et c'est un sujet qui les intéresse. Tous les jeunes que j'ai rencontrés me disent, mais après du coup on m'appelle Tati, hein, mais Tati, mais on connaissait pas cette histoire, mais c'est super fort, mais c'est important. Et c'est vrai qu'ils nous ont dit, mais pourquoi il n'y en a pas dans les livres? Et du coup, je leur explique qu'il y a un projet de l'association de faire la vulgarisation de cette histoire pour qu'il y ait un manuel scolaire spécial zoo humain pour la jeunesse, pour la scolarité jusqu'à l'université. Donc ça, avec la CTG, nous en avons aussi parlé de ce projet. Donc il y a une possibilité, hein, c'est pas dans le négatif. Donc par contre, voilà, il faut se mettre au travail pour qu'il y a une association des jeunes historiens en Guyane qui se mettront à l'œuvre avec justement la communauté Kalinia, la communauté le Grand Conseil, puisque l'association aurait aimé que ce soit en bilingue. Kalinia et français. Donc voilà, il y aura un travail à faire. Il faudra trouver les personnes adaptées et professionnelles pour ça. Et quelles émotions, j'ai envie de vous demander, Corinne Devilliers, quelles émotions ressortaient de toutes ces réunions, de toutes ces rencontres que vous faisiez en expliquant ce qui s'était passé, en montrant l'histoire en quelque sorte? C'était quoi? C'était de la colère, de la haine, de la rancœur, de la résignation? Qu'est-ce qui sortait de tout ça? Alors, leur première impression de toutes ces personnes que j'ai rencontrées, parce que j'observais énormément leurs gestes, leurs regards, leur façon d'eux, ça a été l'incompréhension. C'était pourquoi le blanc a fait ça? Pourquoi les blancs ont fait ça? Je parle les blancs pour bien préciser, hein, là c'est pas péjoratif ni du racisme, mais voilà, c'était ça. Pourquoi les blancs ont fait ça? Mais qu'est-ce qu'on leur a fait? Et du coup, pour eux, c'était de l'incompréhension, et d'où l'importance de leur expliquer
parce qu'il y avait un phénomène, c'est un phénomène à l'époque, et ça ne concernait pas que notre population ou notre peuple, c'était dans le monde entier. Et quand je leur disais dans le monde entier, ça leur rassurait presque de dire, mais ouf, il n'y avait pas que nous finalement. Puisque au départ, ils pensaient que c'était nous qui avions été visés, cette population qui avait été visée. Donc, l'émotion de la colère, oui, moi j'ai eu des personnes qui m'ont dit, mais c'est pour ça que voilà, les Blancs, voilà. Et à ce moment-là, le travail que nous avons à faire, c'est de leur faire comprendre que la colère, elle peut être là, puisque nous sommes humains, hein, on découvre des choses horribles, la colère, l'incompréhension, presque de la haine, on va dire, mais que nous, on est là pour leur expliquer, oui, vous pouvez vous exprimer, mais ce n'est pas avec ces sentiments négatifs qu'on arrivera à quelque chose. Et puis quelque part, la colère, c'est toujours mieux que de l'indifférence à un sujet aussi important que celui-là. Oui, c'est pour ça qu'il faut être ouverte et accepter toute émotion de toute personne. Tout le monde réagit différemment. Mais il faut cette acceptation-là. C'est aussi ça l'histoire. On ne peut pas imposer à quelqu'un, tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas avoir d'émotion. C'est pas possible. Donc il y en a peut-être qui vont entrer de marbre, comme je dis toujours, et d'autres qui vont peut-être avoir même une larme, sachant que ça fait 130 ans que l'histoire s'est passé. Donc moi j'ai vu des gens mais avoir vraiment les yeux presque avoir des larmes, l'émotion forte. Donc il faut aussi exprimer cette chose-là puisqu'on découvre notre identité, on découvre une histoire qu'on ignorait depuis plus de 130 ans. Mais après toutes ces émotions qui s'évacuent, il faut se mettre au travail et leur expliquer que la colère, elle est là très bien, mais il faut transformer cette colère en quelque chose de positif et à ce qu'un jour, nous soyons reconnus. Ce serait une première en Amérique, en Guyane, que l'État reconnaisse cette histoire et ce sera ça notre cadeau, entre guillemets. Justement, ce travail de mémoire-là, et on terminera sur ce sujet, Corinne Devilliers, qu'est-ce que votre association, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Quel projet, vous nous avez commencé à nous en donner quelques-uns, quel projet est-ce que vous avez pour obtenir justement une reconnaissance et un pardon de l'État français? Alors, le travail, ce sera de faire avec tous les Yopoto, parce que c'est ça la base, comme c'est notre histoire, il fallait on va dire soutenir, il fallait que le maximum de Yopoto, des leaders amérindiens, Kalinia, le Grand Conseil soutiennent ce projet. Que la communauté parle d'une même voix. Voilà. Il fallait leur faire comprendre et à ce qu'ils adhèrent à ces projets. Donc, j'ai eu 90% de positivité. Donc, aujourd'hui, maintenant, avec des dossiers bien remplis, avec les signatures de tout le monde, on fera cette demande auprès du président de la République pour cette reconnaissance officielle et le pardon que nous attendons et l'excuse et le pardon qui seront aux familles, aux descendants et à tout un pays, parce que c'est tout un pays, c'est aussi la Guyane, c'est tout un pays, donc on attend vraiment ça. Et à partir de là, il y a 4-5 projets. Donc, la commémoration officielle, la vulgarisation de l'histoire dans les manuels scolaires, des noms de rues en Guyane sur ce sujet des os humains et une demande de commémoration avec une plaque commémorative à Paris au jardin d'acclimatation. Ce sera un dur travail puisque ce jardin appartient maintenant à la Fondation Louis Vuitton. Mais nous ne désespérons pas puisque les Kanaks ont réussi à avoir une petite plaque. Je me dis pourquoi pas nous ? Qu'est-ce qui pourrait faire cette différence? Donc voilà, après il y a énormément de projets, mais on aura l'occasion d'en rediscuter. Merci beaucoup, un immense merci Corinne Devilliers d'avoir été avec nous ce matin, je le rappelle, donc présidente de cette association. Si d'ailleurs il y a des auditeurs, des auditrices qui ont envie d'entrer en contact avec vous, comment ça se passe? Une adresse mail, peut-être une page Facebook, un site internet? Il y a une page Facebook, Moliko Aletepo, et puis sur cette page-là, il y a le numéro de téléphone, il y a l'adresse email, donc les personnes peuvent... C'est par adhésion, donc il y a un règlement intérieur et puis il y a une cotisation de 20 € pour l'année. Donc après, les gens sont au courant de l'évolution parce que ça sera limpide. Toutes les personnes qui adhèrent à ce projet sont au courant de l'évolution des projets et si ils veulent être dynamiques dans cette association-là, ils peuvent avoir, je peux leur déléguer des choses à faire en Guyane ou en métropole. Ça dépend de l'endroit où ils seront. Et oui, parce que vous rentrez dans quelques jours en métropole. Dimanche, merci beaucoup. J'ai beaucoup de travail. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. Merci pour tout. À bientôt. Radio Pays.